Vous écoutez Au cœur de l'Auvergne, un livre écrit par Jean Ajalbert et lu par la voix modélisée de Patrice Robitaille. Chapitre 1er. Une enfance auvergnate, du mont Valérien au plomb du Cantal. Les colonies de patois, la malle à musique, cabrette et bourrée, la mort de l'habillé de soie, le siège de Paris, du baraquement à la cave. Au pays. C'est presque des mémoires. Déjà. Pourtant, les souvenirs qui dévalent vers moi, de la montagne natale, ont des visages de jeunesse sans rides. Cela date tout de même de 20, 30, 40 ans. De toujours? Non, de tout à l'heure, de tout de suite. Comment situer au passé la floraison d'enthousiasme et d'admiration dont le temps n'a pu tarir le parfum ni crisper les pétales? Oui, je m'en souviens comme d'hier de notre première rencontre avec l'Auvergne. Car je n'y suis pas né, dans la montagne que je proclame natale. J'ai dû aller à elle, après avoir vu le jour, le demi-jour plutôt, sous le plus morne ciel de banlieue, à Levallois-Perret. Encore, je me vante. Cette commune n'existait pas, en 1863. Ces terrains vagues dépendaient de Clichy-la-Garenne, dont la mairie eut la charge de recevoir les déclarations relatives à mon humble état civil. J'entends bien tout de même être assez pur auvergnat. Mes parents descendaient, c'est le cas de le dire, du plus haut du plateau central, de Brezon, de Cézanne, à l'épaulement du plomb, et n'avaient quitté le pays qu'après leur mariage. De pauvre origine, ils n'avaient point assez fréquenté la courte école de village pour y perdre le patois. À Paris, à mesure qu'ils prospéraient dans leurs entreprises, c'étaient des parents, des amis, que les Auvergnats faisaient venir à leur service. Métiers et professions se monopolisaient, spécialisés au canton dont les originaires s'y étaient adonnés d'abord. Par ici se dirigèrent les ferrailleurs ou les marchands de chiffons. Par là s'accoutuma l'exode des frotteurs ou des hôteliers. Les nourrisseurs s'espaçaient aux barrières. Un peu partout, si j'ose cette image, les charbonniers faisaient la boule de neige. Autant de colonies où se perpétuait le patois, où il se localisait avec ses prononciations et ses variantes d'Aurillac, de Murat, de Saint-Flour. Dans nombre de commerces, les compatriotes formaient souvent toutes les relations et la clientèle. Aussi le patois était-il pratiqué autant que dans les hameaux délaissés. À cette persistance fidèle de la langue première apprise, il y avait sans doute d'autres raisons que la commodité de l'habitude et la défiance du français moins familier, la tâche allégée aux accents de la race, l'exil engourdi à l'haleine du terroir. Les mots étrangers ne sont que des signes sonores des lèvres. Ils sourent une âme vivante et profonde, de la syllabe jaillie au berceau. Ma mère ne me parlait jamais autrement. Puis, à maintes occasions, il y avait table commune, et la fête n'aurait pas été réussie sans accompagnement de la cabrette, toujours prête à mener le bal. Dans bien des malles à couvercle de poil, la musette faisait partie du bagage du montagnard dont elle constituait, avec le couteau de poche, les plus chères reliques. Qu'elle m'en imposait, à se gonfler, l'outre mystérieuse, dans son magnifique corsage de velours rouge. La musique n'en est point des plus suaves. Pourtant, aiguë et chevrotante, il n'y a que cette voix d'en haut pour détourner les convives des formidables festins où défilaient à peu près exclusivement farinade, salaison et fromage de là-bas. Certes, il fallait bien labourer pour leur faire laisser le boire et le manger. Mais que la cabrette attaqua la Marianne et le silence s'imposait comme à la célébration d'un rite, et toutes les jambes étaient debout à l'appel de la danse atavique. Ce patois hirsute, cette musiquette primitive, je n'entends que cela autour des Saint-Jean et des Saint-Pierre, qui étaient les prénoms des trois quarts de nous tous, ou des réveillons dont, gamin, je ne voyais guère que les préparatifs. Mais quelle fête déjà! Aux approches de la Noël, grand arrivage de farine de blé noir pour les bourrioles, de tomme fraîche pour la truffe à dos, de noix, de châtaignes. Le spectacle espéré, c'était l'égorgement d'un porc, engraissé depuis des mois, car l'on tuait et l'on salait à la maison, étant assez nombreux pour venir à bout d'un habillé de soie sans que le lard eût le temps de rancir. Cela me faisait peur et pitié, la bête bien lavée, rose et blonde, les pattes ligotées,
maintenu par deux hommes dont les genoux l'écrasaient et l'immobilisaient, pendant que le tueur lui plongeait le coutelas dans la gorge. Après les hurlements terribles, les grognements puis les râles avaient cessé. Le sang cramoisi giclait dans une terrine inclinée par une servante. Je ne comprenais pas qu'une telle fontaine rouge pût jaillir et couler autant de cette panse inerte sur la jonchée de paille, bientôt enflammée. On flambait longuement l'animal. Je ne perdais pas un détail de la truculente opération, et plus d'une fois, je rêvais de ces scènes de meurtre, d'incendie et de ripailles. 2 ou 3 jours, la cuisine était décorée de guirlandes de boudins, de saucisses, d'andouillettes, pendant que l'on descendait à la cave les quartiers de viande, qui s'empilaient dans la saumure d'une cuve au couvercle pressé de lourds pavés. Ces chants, ces danses, ces agapes au vin du pays, je ne devais pas leur trouver plus de couleur locale par la suite, au lieu même d'origine. Certes, je n'étais guère en âge d'apprécier ces puissantes victuailles, et le blanc ou le rouge dont on les arrosait. Le fumet seul en passait sur mon assiette d'enfant, encore aux soupes légères et aux plats moins massifs. Et c'est de mon lit, le plus souvent, que j'entendais, en m'endormant à sa cadence martelée, danser la bourrée. Voilà des peintures qui pourront sembler puériles et qui devraient s'être quelque peu atténuées à la longue. On comprendra qu'elles aient gardé, chez les bambins de cette époque, toute leur fraîcheur, par contraste avec d'autres visions d'une implacable netteté. Après ces gras et joyeux réveillons de mes 5 et 6e années, qu'il fut désolé celui de 1870, où les suburbains avaient dû rentrer dans Paris pour le siège. Ah, dans les baraquements qui nous servirent d'abord de refuge, au champ de Mars, on ne tua pas de cochons, cet hiver cruel et froid, de famine et de mitraille, dont je me rappelle l'affreux pain qui se délayait en sable et en issue et sentait le paillasson. En guise de cornemuse, c'est le canon prussien qui menait la danse, et la première fois que l'on me conduisit aux Champs-Élysées, 100 000 hommes y parlaient allemand sous le casque à pointe. Mais ce serait tout un volume de sensations qui ne me serait guère personnel, la guerre. Et puis, la Commune. À peine avions-nous réintégré notre demeure de l'autre côté des fortifications que la bataille tonna entre Versailles et Paris par-dessus nos têtes. Il fallut loger dans les caves, où nous jouions aux billes avec des Biscayens, dont il n'était pas difficile de s'approvisionner. Le mont Valérien dominait la bataille de ces éruptions meurtrières. Quand on me montrait et m'expliquait les volcans éteints de notre province, qui dans la nuit des temps avaient jeté feu et flammes, ils ne s'emparaient pas de mon imagination. Je les tenais pour des monts valériens, hors d'usage. La montagne comme la vie de la montagne, cela m'était familier. Je n'eus point d'étonnement au patois, à la cabrette, à la bourrée, aux assiettées de choux et de lard fumant. Quant aux dernières semaines sanglantes, mes parents remontèrent au pays, je n'y fus pas dépaysé. À Brézon, que je n'avais jamais vu, je me sentais, enfin, chez nous. Chapitre 2. Les émigrants d'Auvergne. La terre quittée. La route d'Espagne. Le pâtre Gerbert. Les pèlerins de Saint-Jacques. Chineurs et roulants d'Arsène Vermenouze. L'air d'Auvergne. Quand je vous dis que je suis auvergnat, l'Auvergnat authentique n'a rien de plus pressé que d'émigrer. Aussi, ne m'en suis-je pas privé. Dans la fougue de la jeunesse, j'aurais voulu parcourir l'univers d'une traite. Ah, les folles et généreuses impatiences, où l'on se jette à toutes les extrémités de l'espoir ou du découragement. Quelle tempête où se meurtrissaient mes rêves, parce que la France n'était pas aussi radieusement grande, la République aussi hautement intégrale, les hommes aussi purement désintéressés que pouvait le souhaiter un idéal en partance pour l'absolu. À des heures troubles, la patrie m'était irrespirable. Je ne me sentais libre qu'au rivage imprévu où rien ne me rappelait la terre quittée comme un esclavage au fer étroit. Délibérément, j'aurais accepté, pour combien de temps, l'existence primitive du fleuve et de la forêt, le cœur neuf, l'esprit raclé des enduits de la civilisation. Sous l'éblouissement du soleil tropical au milieu d'une peuplade douce et belle, je me disais « Pourquoi pas ici ?» Et sans doute, j'étais sincère, à telle minute, malgré ce qu'il entrait inévitablement de littérature dans mon nihilisme nomade. Cette manière d'émigrer,
dans les nuages, n'est point celle ordinaire de nos compatriotes. Ils ont l'émigration plus pratique, s'expatriant de par la force des choses, le climat hostile, le sol récalcitrant, le penchant au gain, non pour les joies de l'aventure. Où va l'Auvergnat? Le travail l'enchaîne. Naguère, il ne s'en distrayait qu'avec ses frères d'Exode, échappant aux tentatives étrangères, à l'influence des villes. De Paris, de Madrid, il ne connaissait que sa boutique, les trajets de son négoce. Il épousait une Auvergnate. Absorbés dans la tâche commune, ils envoyaient les enfants à élever aux grands-parents, au village où ils projetaient de retourner eux-mêmes plus tard, souvent trop tard. L'émigration continue. La descente s'est multipliée. Mais, petits ou grands, l'on ne se soucie plus de remonter. Ceux qui s'enrichissent s'implantent au lieu de leur fortune et de leurs intérêts. Quant aux autres, les difficultés matérielles les retiennent, et ils ont vite fait d'être prisonniers à jamais du salariat absorbant des vastes agglomérations. Il n'y a plus qu'une toute petite moyenne aisée pour revenir se fixer au pays. Et le moraliste et le régionaliste se lamentent de l'abandon des campagnes simples et saines pour les capitales dévorantes. La route d'Espagne fut une des plus anciennement suivies par nos compatriotes. L'émigration date de loin et se réclame de devanciers illustres. Sur la fin du Xe siècle, Gerbert, élevé au monastère de Saint-Géraud d'Aurillac, se rendait à Cordoue. Gerbert, dont le génie précurseur s'empara, pour l'augmenter prodigieusement, de tant de découvertes personnelles, du trésor de science révélé au-delà des Pyrénées, Gerbert, le pâtre de Belliac qui deviendra Sylvestre II, Gerbert dont Jean-Baptiste Vert a chanté la rustique et précoce enfance, l'immense destinée. Au pied d'un monticule était une maisonnette. Là, dans l'indigence, un enfançon naquit. On dit qu'à sa naissance en signe de puissance, 3 fois le coq chanta, et Rome l'entendit. Quel trajet de l'humble naissance au plus vaste savoir d'alors, de la baguette du pastour à la crosse pontificale, après ce départ où le jeune voyageur doit improviser un pont avec son bouclier pour faire passer son cheval sur une passerelle disjointe. Car l'expédition ne se faisait pas sans encombre, à entendre la complainte romane des pèlerins que la confrérie de Saint-Jacques dirigeait annuellement d'Aurillac vers Compostelle de Galice, où l'abbaye Saint-Géraud entretenait l'église, le prieuré, un hôpital de la Vierge Marie au mont Nébro-Arinus. Chanson des pèlerins de Saint-Jacques. Saint-Pélégrin de Villa Aïsella, que Orlac proche Jordan s'appela, avem lesats nostre parents, Nostra Molaire et Nostra Jean. Nous sommes des pèlerins de la ville, qu'on nomme Aurillac près Jordan. Nous avons laissé nos parents, nos épouses et tous nos gens pour aller en plus grande troupe, voir Saint-Jacques de Compostelle. Le Christ qui de droit fait envers, veuille enrichir beaucoup mes vers. De notre ruelle et maison, près du moutier de Saint-Géraud, nous fûmes tous à la paroisse, afin d'y prendre nos coquilles. Nous y priâmes Dame la Vierge, de nous mettre en son paradis, et nous exempter du péage, pour bien faire le saint voyage. Quand nous fûmes là-bas, à Bayonne, tout près des pays espagnols, il fallut changer bel argent, pour écus et monnaie grossière. Quand nous fûmes à Vitoria, nous vîmes la verdure en fleurs. Joyeux, nous cueillîmes lavande, thym en un pré, et romarin. Quand nous fûmes sur les ponceaux, comme ils tremblèrent, au passage qu'on fit, nous croyions mourir. Paix, ah, paix! Sauve les pèlerins, Saint-Jacques. À Burgos, une confrérie, merveille étrange nous montra. Dans son église, à grands frissons, un crucifix suait sa sueur. En pleine ville de Léon, nous chantâmes une chanson, et les dames en abondance venaient ouïr les fils de France. Arrivés aux monts asturiens, les pèlerins eurent grand froid. À Salvador, nous adorâmes, jour et nuit, un clou de la croix. Quand nous fûmes arrivés d'hier, des sergents voulurent mettre en prison, jeunes et vieux, mais les Auvergnats firent, nous sommes pour Géraud et pour l'abbé. Devant le juge, nous le dîmes, que pour prier Dieu nous venions, non pour faire mal ni dommage. Le juge dit, paix, bon voyage. Nous sommes en Galice, au Saint-Jacques, garde les pèlerins des péchés, et donne-leur fromage et blé, pour qu'ils en fassent force denier. Prions pour Monseigneur l'abbé, qui nous a tous réconfortés,
dans la maison sur la montagne, de pain, de vin et de provisions. Il n'y a guère qu'un demi-siècle que le trajet s'accomplit plus aisément. Arsène Vermenouze a fixé en traits expressifs la peinture de ces chevauchés d'autrefois, où nos cadets cantaliens ignoraient le chemin de fer. L'Espagne. Nos émigrants d'antan étaient de fameux hommes. Ils allaient en Espagne à pied. Les plus cossus s'achetaient un cheval barbe, montaient dessus et partaient. Travailleurs ardemment économes. La plupart, au retour, rapportaient quelques sommes quadruples et ducats dans la veste cousue et qui, par la famille, étaient les biens reçus. Alors, on n'était pas douillés comme nous sommes. Après tout un long jour de fatigue, on avait la selle du cheval pour unique chevet. On partageait un lit de paille rêche et rare, avec des muletiers, grands racleurs de guitare, des arriéros nourris de fèves et d'oignons, et l'on dînait avec ses frustes compagnons, le même plat pour tous la même gourde, pleine d'un vin épais qui sentait le goudron, et tous, l'on s'empiffrait à même le chaudron de pois chiches très durs et de soupes très lourdes. Autour du puchero, l'on s'asseyait en rond, et chacun racontait son histoire ou sa bourde, trop heureux quand un merle, une alouette, un tourde venait corser un peu le menu du patron, l'escopette pendue à l'arçon de la selle, et fiers de n'avoir guère allégé l'escarcelle, les émigrants étaient dehors au point du jour, par des sentiers poudreux ou des routes fangeuses, contemplant les sierras lointaines pour les neigeuses et vibrant sous la joie immense du retour. 2. Par les grands steppes nus de la Castille plate, ils allaient, sans jamais regarder l'Occident, même à l'heure sublime où le soleil ardent s'y noie, en une mer de pourpre et d'écarlate. Car ce n'est pas là-bas qu'est la terre auvergnate, c'est vers le nord. Là-haut, l'Auvergne les attend, l'Auvergne. À leur regard avide et persistant, le vert frais et riant du doux pays éclate, et que leur font Madrid, Burgos, Valladolid. Ils y passent, sans même y coucher dans un lit, et chevauchent des jours entiers, sans voir un arbre sous un soleil de feu, des montagnes de marbre où l'aigle plane au fond d'un ciel d'azur et d'or, et toujours leur regard se tourne vers le nord. 4. Enfin, ils vont toucher la côte cantabrique, et voici les versants pyrénéens français. Tout poudreux et tanné par le vent, harassés. Ils ont sous leur chapeau des teints couleur de brique. Mais un léger zéphyr, venu de l'Atlantique, leur apporte une odeur de France. C'est assez. Oubliant la misère et les labeurs passés, ils s'enivrent, joyeux, du parfum balsamique. Et bien que n'étant pas, certes, de très grands clercs, ils ont de jolis mots, des mots naïfs et clairs, pour exprimer leurs sentiments en l'occurrence. C'est égal, dit l'un d'eux. Je ne sais d'où ça vient. Mais il n'est nul pays, dans le monde chrétien, non, nul pays, qui sent aussi bon que la France. Vor, un matin, le chef du groupe, un vieux barbu s'arrête, à l'horizon, dans le ciel doux et pâle. La chaîne du Cantal tout entière s'étale. Voici la dent du plomb, ce colosse trapu, la corne du Grioux, le pic svelte et pointu, le Puy-Marie. C'est bien la montagne natale. Et ces gens, de nature un peu fruste et brutale, ces arvernes, au front volontaire et têtu, ces âpres, chineurs, ces roulants aux dures âmes, se mettent à pleurer soudain comme des femmes, sans se cacher, leurs pleurs s'écrasant sous leurs doigts. Oubliant l'espagnol, ils clament en patois « Quoi Louverneau, 51 sommes » et tous, à perdre haleine, brandissant leurs chapeaux, galopent dans la plaine. Nul pays qui sent aussi bon que la France, disait Vermenouze pour la rime, car il voulait dire l'Auvergne. Ainsi humait l'air natal le troubadour Pierre Vidal. Hablalant tire Vemeler quand sent venir de Provenza. Avec l'haleine, j'attire à moi l'air que je sens venir de Provence. Aux forêts de l'Asie paradisiaque, j'ai respiré les essences triomphales, après quoi nos fleurettes des champs ne devraient plus rien sentir. Dès Eygurande, à travers les stores baissés et les vitres closes, quand le train roule à travers le vent cantalien, j'ai toujours été réveillé par l'odeur distincte du pays,
les poumons soudain dilatés d'une avidité d'absorber l'espace. Ce ne sont plus les parfums qui violentent, les arômes qui étourdissent, rien que l'air net et pur avec le goût de l'eau vaporisée aux cascades, et de l'herbe fauve sur le basalte, et près des villages, quelques fumées au toit matinal, des bouffées de l'étable qui s'ouvrent, le pain sortant du four, qui ne sont pas du même bois, des mêmes bêtes, de la même pâte qu'ailleurs, et dont nous démêlerions la saveur à travers le bouleversement d'une fin du monde et d'une nouvelle création. C'est l'Auvergne, nous y sommes. Chapitre 3. Le premier voyage. Pendant la commune. Le retour au village. À l'aube de la mémoire. Le ruisseau de Brezon. Je n'ai pas souvenance de mon arrivée à Brezon. J'ai dû y tomber endormi. Lorsque je fus réveillé, c'est comme si j'en avais toujours été, familier avec les grands-parents dont j'entendais la langue, avec les montagnards pareils aux émigrants qui, à chaque automne, entraient chez nous, remplaçaient les gars partant pour le régiment. Je ne me rappelle pas mon arrivée. Mais la fuite de Paris, au dernier jour de la Commune, comment l'oublier? Mon père, de la garde nationale pendant le siège, ne s'était pas enrôlé parmi les fédérés. Aux réquisitions, il prêtait chevaux, voitures, tout le matériel commercial dont il disposait. Mais il ne donnait point de sa personne. On exigea qu'il endossât la vareuse insurrectionnelle, qu'il prît le chassepot. Il s'y refusa. Il échappa à la perquisition de nuit dans les caves transformées en logements, où je fus dressé de terreur, à des lueurs farouches de lanternes, à des voix menaçantes, à des baïonnettes éventrant les lits, fouillant dans tous les coins. Ma mère devait guider la sombre horde, au commandement aviné du forgeron, du blanchisseur, qui avait dénoncé le voisin comme pactisant avec Versailles. C'était faux. Mais, à la vérité, nous avions favorisé le départ des gendarmes qui habitaient l'immeuble contigu, dont les jardins étaient ouverts aux jeux de tous les gamins du quartier. Ne voulant point abandonner leurs armes et leurs uniformes, ils les avaient enfouis dans notre cour, dépavés et repavés, sous les fumiers. Mais le grief du blanchisseur et du forgeron était plutôt que l'on faisait ferrer les chevaux et laver le linge ailleurs que chez eux. Naturellement, je ne sus ces choses que plus tard. Ce que j'ai retenu de moi-même, c'est la journée d'angoisse où, mon père accoutré en déménageur, dans une voiture de meubles, nous franchissions à Saint-Denis les lignes prussiennes. Puis, le chemin de fer, le compartiment qui emportait les rescapés du siège et de la commune. Et, c'est l'Auvergne, et je suis à Brezon. Dès lors, où que je sois dérivé par les courants de l'existence, j'ai un pays, le patrimoine intangible, où ne mordront pas les plus cruelles vicissitudes. J'en ai quitté, après 15, 20 mois de premier séjour, et n'y suis retourné qu'à 2 étés de vacances scolaires, depuis un quart de siècle, plus une fois, alors que je ne cessais de parcourir le Cantal. Voici que, revenu de loin et de presque tout, j'ai voulu revoir Brezon. J'ai voulu? Non, j'y ai été ramené par la force de la tâche jamais rompue. Le patois qui ne m'a pas coûté une leçon, appris avec les pâtres, en grimpant lever des nids aux branches périlleuses, ou traquant la truite imprenable de nos mains d'enfants, écorchées aux pierres du ruisseau. Les cerises mangées à l'arbre, dans le pré tout enflammé de canicule, les érelles bleues frissonnant dans le mystère des sous-bois. La vipère, détendue comme un ressort, debout et sifflante, à travers les pierrailles et la bruyère. Le clocher de rouille et de mousse, où, par l'escalier disloqué, le sonneur nous laissait suivre et prendre le bout de la corde traînante, à la fin des sonneries. La jument docile à nos plus turbulentes équitations. Les tranches de pain noir, l'écuelle de lait caillé sur les marches de Lousteau, à la rampe de bois vermoulu. Que de puérils souvenirs demeuraient avec toute leur fraîcheur à l'aube de la mémoire. En vérité, le passé ne nous lâche pas. On ne déracine pas le piquet où nous sommes noués comme des chèvres par une corde plus ou moins longue, plus ou moins lisse, qui prête quelque temps. Et quand nous sommes au bout, croyant encore dévider de la bobine, a cessé déjà de s'allonger et se renroule par le même manège, de plus en plus réduit, pour nous ramener au point de départ, au centre du néant. Brezon. Oui, je suis
Auvergnat. Puisque l'ayant délaissé toute la vie, il me semble qu'après je ne saurais être bien qu'ici, à l'angle du verger, sur ce quartier de roc où s'adossait la grange, au bord de la route qui, du fond de la commune, à l'étranglement de la vallée, ne conduit plus nulle part. Elle s'arrête, comme à bout de souffle, d'avoir tant monté à la poursuite de cimes qui toujours se reculent. Sur ce chemin des nuages, dans ce paysage tourmenté, aux gestes tendus vers les sommets, où j'essayais mes premières escalades, je souhaiterais boucler la boucle de mon circuit terrestre. Cette fois, ce serait vraiment les grandes vacances. Oui, une borne, mon nom, et rien qu'une ligne. Il aima le ruisseau de Brezon. Chapitre 4. L'enfant pâle, de J. F. Raffaelli à F. Copé. Paysage impressionniste. La montagne retrouvée. La grammaire de Bancharel. Les précurseurs de l'école auvergnate. Il y a 30 ans, sur la fin de mes études à Condorcet, j'obtins d'aller me soigner en Auvergne. J'étais pâle, le cœur à soubresaut, hanté profondément d'une phrase trop souvent entendue. Les jumeaux, ça ne va pas loin, ça reste toujours fragile. Or, j'avais survécu aux frères morts tout jeunes, mais je croyais peu à une longue durée. Cependant, d'instinct, j'avais choisi le remède. Aux falaises basaltiques de Vic-sur-Serre, le vent du haut ramonait mes poumons encrassés de banlieue. Les courses en montagne fortifiaient les muscles paresseux, vivifiaient le sang pauvre. Mais surtout, je fixais, solidement, mon statut moral auvergnat. Pour beaucoup, j'ai quitté le pays, je suis descendu vers Paris. C'est le contraire. Né loin de mon village natal, il m'a fallu remonter. Et, oui, j'ai d'abord chanté, les plaines de détritus et de gadous, les arbres de fil de fer, les horizons fuligineux chers à Jean-François Raffaelli, mon voisin des berges d'Asnières, l'accueillant ami des débuts. À petite touche impressionniste, en vers démesurément libre, c'était vers 1880, où commençait de se dilater l'alexandrin au premier feu du symbolisme, je m'efforçais d'annexer à la poésie française. Pas plus. La contrée, où régnait l'admirable peintre de ces ciels souffreteux sous lesquels âne le travailleur des usines, et trône le rôdeur des fortifs et des terrains vagues. La banlieue à la mode des Goncourt, de Gian K. Huysmans, de François Copé, où, par la campagne élimée, jonchée de vieux chiffons et de tessons de bouteilles, grouille une humanité de misère, de rebut et de vices. Parfois, une bouffée de jeunesse, une volée d'ouvrières avec des rires et la romance du jour. Mais la cloche appelle, et les prisonnières ont disparu derrière les lourdes portes de la fabrique. Comme ce décor de barrière se retire vite de ma vie, à l'éblouissement des sublimes aspects de la montagne, de mon cœur gagné à la haute nature. Des yeux charmants s'entr'ouvrent du lointain passé, graves de mélancolie et de reproche. N'ai-je pas connu, par ces guinguettes à canotier, la première aventure, par ces ruelles de faubourg, la marche triomphale de la 20e année, accompagnée d'orgues de barbarie sous les fenêtres, de clairons et de corps de chasse par les glacis et les fossés. Soir divin où l'on se moque bien que ce soit le cornet d'un tramway qui scande les aveux impérissables. Non, je ne vais pas renier les heures enchantées. Il n'en sonne pas tant à l'horloge inflexible dont l'aiguille ne retourne jamais en arrière. Là-bas, au fond de ma mémoire encombrée, au bout du jardin où il a poussé de tout. Ah, s'il était permis de revenir sur ses pas, que j'irais droit sans me tromper, au mur de lierre, à la haie d'épines vinettes, à la tonnelle de chèvrefeuille, d'où mes plus chers souvenirs se penchent sur les 1000 miroirs brisés de l'eau du fleuve. J'en devenais injuste, détestant tout ce qui n'était pas la montagne retrouvée, délaissant mes poètes et mes maîtres d'hier, et tirant une révérence aux camarades de la génération symboliste et décadente. Désormais, j'escaladais et dévalais par les puits et les plombs, et le patois des bouviers me tenait lieu de littérature. La plus traînante banalité reprenait un goût d'inédit, en passant dans une locution indigène. Enfin, ce fut par les dialectes cantaliens que je parvins aux grands faits libres du Languedoc, de Gascogne et de Provence. Et c'est par Aurillac que je m'acheminais vers Mayenne.
Comment pourrais-je omettre d'en noter ma reconnaissance à ce brave petit livre d'Auguste Bancharel, La grammaire et les poètes de la langue patoise d'Auvergne. L'ouvrage vaut surtout par la bonne volonté et par la foi aux destinées de la race, une foi pratique et agissante. Car les considérations linguistiques de l'auteur sont des plus aventurées. Pour lui, la langue auvergnate et la celtique, c'est tout un. Voilà pour les origines. Sans doute notre téméraire philologue admettra que, par la suite, le latin et le germain influencèrent le patois, mais sans le corrompre. De tous les dialectes divers de la langue romane, le patois seul a conservé sa pureté, sa vie. C'est encore la langue que parlaient les troubadours, les maîtres de la Sobregaio Compagnia. Le patois a la souplesse de l'italien, la majesté retentissante de l'espagnol, l'énergie et la concision du latin, avec le molatque facetum, le dolce de l'Ionie qu'il hérita des phocéens de Marseille, et l'imagination de la Gascogne qui lui a donné et lui conserve ses autres richesses. Pauvre parler de nos montagnards. Ah, Auguste Bancharel lui faisait la part belle. Évidemment, il exagérait. Mais que de gratitude ne faut-il pas garder pour cette exaltation passionnée, en regard du mépris où la bourgeoisie tenait le vocabulaire du peuple qui, lui aussi d'ailleurs, en usait sans l'estimer. Tournons les pages de linguistique contestable. Et voici le chapitre savoureux où sont recueillis nombre de proverbes ruraux, rudes et précis. Plus loin des chants du pays, malheureusement présentés sans ordre, alors que l'auteur était si bien désigné pour une compilation plus méthodique et définitive du folklore déjà rassemblé en main guide et dictionnaire. Du moins, devons-nous à Auguste Bancharel un florilège local qui jalonne utilement les étapes de notre chère petite Renaissance auvergnate. Grâce à cette anthologie des précurseurs patoisans de l'école auvergnate, j'ai connu Jean-Baptiste Braillat, l'abbé Bouquier, Dupuis-Grandval, Jean-Baptiste Vert. Ainsi, le médecin, le prêtre, le gentilhomme, l'instituteur, pour traduire leurs sentiments intimes et leurs impressions du terroir, avaient préféré aux Français de leurs diplômes officiels l'idiome de leur enfance et de leur village, spontanément, avant d'y être incités par le grand mouvement de rénovation méridionale. Ce n'étaient là que des essais modestes, d'innocentes distractions, le jeu d'amateurs s'ingéniant à tirer quelques sons d'un instrument démodé. Cependant, ces accents ne devaient pas rester inentendus. Ils frappaient des oreilles attentives, parvenaient aux abbés Géraud, Faux, Courchinou, à Arsène Vermenouze, de qui Auguste Bancharel, leur aîné, encourageait les tentatives, par ses articles de l'Avenir du Cantal, dès 1880, par ses brochures, par les fêtes dues à son initiative, les concours de cabrette, dont il était le promoteur et où il avait imposé que les discours d'usage fussent prononcés en patois. Donc, par son action personnelle, par l'exemple de sa vie obstinée au sol natal, par sa propagande décentralisatrice, Auguste Bancharel ouvrait et facilitait la voie au félibrige cantalien. Son influence a pu orienter un Vermenouze qui hésitait et, à sa 20e année, alignait des alexandrins romantiques à la gloire de Surcouf. Que pouvait rêver de plus, dans sa casa de commerciaux d'Ilesca, le jeune émigrant, que d'être imprimé à l'Avenir du Cantal, de collaborer avec son directeur, leurs rimes patoises paraissant sous même couverture. Ce n'est pas de ses âpres compagnons de négoce qu'il pouvait être compris pour être compris. Entre deux voyages en Espagne, de retour au pays, il tombait dans un renouveau de poésie patoisante, et il était vite gagné à la cause. Ah, de ce Bancharel, qui avait assisté à la descente de Jasmin en Aurillac 25 ans auparavant. N'était-il pas le confident tout indiqué des inspirations littéraires du jeune compatriote? Comment, le grammairien même, n'en eût-il pas imposé à l'élève sorti des frères avec un petit bagage rudimentaire? Mais il s'agit bien de controverses dialectologiques pour qui portait en soi toute poésie, avec le don le plus sûr de l'expression juste, puissante et pittoresque. Le sculpteur a-t-il besoin de connaître la genèse géologique des carrières du marbre qu'il taille, l'architecte de savoir l'historique de tant de matériaux qu'il assemble? Arsène Vermenouze ne se préoccupait guère de la filiation des mots asservis du premier coup à sa pensée.
Il lui suffisait qu'ils en suivissent le jet impétueux et le rythme souple et large. Ce n'est point un chétif honneur qui rejaillit à Auguste Bancharel, d'avoir peut-être révélé Vermenouze à Vermenouze. En tout cas de l'avoir, dès les premiers vers, reconnu et signalé comme un maître à ses concitoyens, plutôt indifférents et sceptiques. Chapitre 5. Le patois de circonstance. Curé, médecin, instituteur, l'abbé Bouquier, l'abbé Jean Laboudrie, Frédéric Dupuis de Grandval, chansonnier bachique, J. B. Braillat, officier de santé, J. B. Vert, instituteur, statue et pavé de l'ours. Des poètes de la langue patoise, écrivait Auguste Bancharel. Des poètes? La langue patoise? C'est beaucoup dire. En vérité, ils n'étaient pas poètes, ces médecins, abbés, instituteurs, et très éloignés du patois authentique, par les études mêmes qui les avaient appelés tout jeunes à la ville, et confinés dans les collèges. On ne voit pas qu'ils se soient voués à la poésie, sous le feu de l'inspiration dévorante. Dans leur vocabulaire apprêté et composite, l'expression ne jaillit pas des sources de la roche ancestrale. Ils pensent en français, et ne traduisent même pas. Ils transposent. Car traduire, c'est traire, à l'étymologie, tirer. La traduction exige une recherche d'esprit qui amène des trouvailles. Il ne s'agit pas seulement de rendre le sens littéral des mots, mais de restituer la phrase, la locution, par des équivalences, de répondre, quand faire se peut, par les idiotismes correspondant aux gallicismes qui sont le propre de chaque langue. Tandis que nos citadins ne font guère qu'affubler le vocable français d'une désinence patoise. Non, ni poète, ni artiste. Ils n'eurent pas la curiosité des vieilles formes du langage traditionnel, qu'ils dédaignaient, en parvenus, du haut de leur savoir à diplômes officiels. Du parler du terroir, ils ne goûtaient plus la saveur intime. Mais, vivant au village, de par leur profession, il leur fallait se remettre à l'unisson avec le paysan, le client, l'écolier, le fidèle. De là, ce français qui prend un pli rustique, comme la jaquette coupée par le tailleur du bourg. Ainsi, ce patois occasionnel n'apparaît-il guère qu'en des pièces de circonstance. Ce n'était là que jeu d'amateurs, qu'il était excellent de rappeler, de sauver du temps, mais il ne convient pas d'accorder à ces exercices de prosodie champêtre des mérites, même locaux, qui leur manquent. C'est une erreur que de les prendre pour les représentants du patois, qui se maintenaient si vigoureux et drus par toutes nos campagnes. Du patois parlé, dont on ne retrouve pas plus l'écho véridique dans leurs alexandrins de bonne volonté qu'on y rencontre le sentiment de la nature auvergnate, on pourrait dire de la nature tout court. Sans doute, ils aimaient le pays, le clocher natal, mais, littérairement, ils ne l'ont pas vu. Leur esprit était resté ailleurs, au dictionnaire du collège. De la petite patrie, nous ne saurons rien par eux, ni de ses beautés naturelles, ni de son histoire, ni de son folklore. Cependant, ces échantillons seront utiles et curieux pour la comparaison avec une œuvre pleinement patoise et auvergnate comme celle de Vermenouze, jaillie à grands flots du sol, de la race, de la langue populaire. Nous ne les rapportons qu'à titre documentaire. Leurs auteurs ne sont pas plus des précurseurs du félibrige auvergnat qu'ils ne sont des continuateurs des troubadours. De ce que, de temps à autre, quelqu'un a discouru en fin de banquet sur le mode villageois, et que les journaux de chef-lieu ont sympathiquement reproduit cette amusette, il ne faut pas que cela prête à croire à une littérature écrite et suivie d'une école auvergnate. Cependant, un trait commun caractérise tous ces fragments où se retrouvent les tendances réalistes de nos montagnards, observateurs et narquois. Ce sont des moralistes pratiques. Voici un abbé Bouquier, curé d'Ytrac et de Lénac, dont il ne reste qu'une composition, les autres égarés par sa famille, à Calviné, ou emportés par lui à la Martinique, où, sexagénaire, il serait allé mourir chez un neveu. Le morceau conservé, à défaut d'autres mérites, ne manque pas d'étrangeté. Le titre est en français. Dialogue d'un curé qui, personnellement, pour gagner un procès, a fait un faux serment, en dépit de son sang et de sa conscience, et se croit dispensé d'en faire pénitence. Si mon style trop plat dégoûte le lecteur, qu'il corrige l'ouvrage et le rende à l'auteur.
Le dialogue annoncé est toute une pièce. La moralité du Moyen Âge, à nombreux personnages réels ou symboliques, l'ange gardien, le juge, le curé, le démon, l'archange Saint-Michel, qui arrive trop tard pour porter secours à l'âme en perdition et ne s'émeut pas autrement de la victoire de Satan. Consolote, mon cher confrère, buto que nobem pas perdu guéré. Console-toi, mon cher confrère, dit-il à l'ange gardien, et mais que nous n'avons pas perdu beaucoup. En effet, le curé n'hésite guère à jurer que par peur de l'enfer. Les scrupules ne l'encombrent pas. Iu jurorio beprou, mais l'hifer, malopesto. Je jurerai bien assez, mais l'enfer malopeste. La conscience apparaît, mais sans confiance. Elle a essayé d'intervenir d'autres fois. On lui a dit « Chut !» Elle n'a qu'à se taire, dorénavant. C'est l'ambition, invoquant la sagesse de Sénèque, qu'on ne s'attendait pas à trouver dans cette affaire, qui décide le curé à lever la main. Le péché est ce qu'il paraît, au pécheur qui le commet, car selon le sage Sénèque, comme l'on croit pécher, l'on pêche. Il n'en faut pas plus pour que le curé s'exécute. Eh bien donc je m'en vais jurer, quitte après pour m'en confesser. Et Satan félicite le déchu sur un ton gouailleur. Regarde, mon ami, que tu as fait une bonne affaire. Au moins, quand tu mourras, tu sauras où aller coucher, et où aller passer toute l'éternité. Puis en bon diable, il indique à son nouveau sujet que, pour être bien placé, il lui suffit de parler à Pluton et à Proserpine, sa femme, qui dirige les enfers et lui fait la cuisine. En tout cas, le curé peut être assuré qu'il n'a pas à craindre le froid. À Frédéric Dupuis de Grandval, on n'attribue rien moins que des chefs-d'œuvre, dont les manuscrits remplissaient une bibliothèque entière. Il ne se retrouve que quelques lambeaux, et mal authentiques, dont l'un pourtant ne semble pas devoir être apocryphe, tant le portrait de l'auteur offre une complète ressemblance avec l'image de celui dont la vie et les écrits scandalisèrent Aurillac. Il aurait été en rapport avec Béranger, à qui il soumettait parfois ses travaux, et qui le conseillait. Mais le chantre de Lisette ne le corrigea pas de boire. Ce sont les mauvais garçons de Villon qu'il rappelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.